Bien, bonjour à tout le monde. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir notre collègue Didier Truchot, professeur de psychologie à l'Université de Franche-Comté, qui est responsable de l'axe travail, santé, professionnalisation au sein du laboratoire de psychologie, qui a fait de nombreuses études sur le travail, la santé au travail. Je cite juste son ouvrage sur l'épuisement professionnel et le burn-out. Et il nous présente ce soir une étude sur l'influence du confinement sur la santé psychologique des étudiants, menée en collaboration avec Marian Della et Abélia Takiar, et que vous avez menée au cours des mois de confinement de l'année qui vient de s'écouler, je crois. C'est ça. Didier, c'est à toi. Eh bien, merci Arnaud. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Patrick Giraudot et à toi Arnaud de m'inviter à parler de ce petit travail modeste, hein. C'est un petit travail le travail que je vous présentais, un travail exploratoire. C'est un travail qui est très, très empirique. Nous ne cherchions pas à tester d'hypothèses particulières. Nous cherchions, à travers le questionnaire que nous avons distribué, que nous avons envoyé aux étudiants de l'Université de Franche-Comté, nous cherchions à décrire simplement leur état psychologique, la situation de l'état de santé psychologique dans laquelle ils ou elles étaient pendant le mois et demi de confinement que nous avons connu l'année dernière. Alors, évidemment, avant de réaliser ce travail, nous avons fait une première étude de la littérature. Qu'est-ce qu'on savait des conséquences psychologiques des situations de confinement? Et dans la littérature, on n'a pas trouvé énormément de travaux. Un certain nombre de recherches portaient sur le confinement, mais le confinement volontaire, c'est-à-dire le confinement lors d'expéditions polaires, d'expéditions sous-marines, etc., etc. Et ces recherches, donc je répète, qui sont une situation de confinement volontaire avec des personnes qui sont sélectionnées au préalable pour leur stabilité psychologique, qui sont entraînées à faire face à des conditions extrêmes, et bien malgré tout, on observe que dans ces situations-là, émergent des états paranoïaques, émergent des états hallucinatoires notamment. Et puis, d'autres travaux montrent que ce sont dans les groupes de quelques individus, notamment dans les petits groupes de 2 personnes confinées, que l'on a le plus de risques, versus des groupes plus importants, que l'on a le plus de risques de développer des troubles psychologiques. On a d'autres travaux qui ont été réalisés dans des situations de confinement, cette fois-ci non volontaires, de confinement forcé, dans certaines villes, par exemple, où il y a eu le SARS, il y a dans les années 2008-2010, à ce moment-là. Et ces travaux montrent que ce confinement a engendré des situations de stress post-traumatique, donc dans des villes au Canada ou dans d'autres pays où les personnes, il y avait vraiment l'épidémie qui menaçait. Donc, le confinement a engendré ces problèmes de stress post-traumatique, mais également des problèmes de dépression. Et puis, à l'époque où on a démarré ce travail, donc c'était en mars-avril l'année dernière, 2020, donc, on a trouvé des travaux qui portaient sur des échantillons d'étudiants, échantillons d'étudiants dont on sait par ailleurs que c'est une population qui a déjà, en situation normale, qui a déjà des risques de dépression liés notamment à la transition à l'âge adulte, liés notamment aux difficultés financières. Donc ces étudiants qui, en temps normal, ont déjà un taux de dépression particulièrement élevé, eh bien, des travaux montraient qu'en situation de confinement, le taux de dépression était élevé chez eux. Par exemple, une étude d'Ezadek et Rabéron qui a été réalisée auprès de 8000 étudiants français
montrent que chez eux, pendant la période de confinement, il y avait 43% d'étudiants qui avaient un risque, enfin, qui avaient un degré de dépression particulièrement élevé. D'autres recherches menées dans d'autres coins du monde tombaient à peu près sur les mêmes types de résultats, de pourcentages, 47% dans un échantillon bengali, un autre échantillon grec, on a à peu près les mêmes types de résultats. Malgré tout, dans ces travaux-là, si on constatait qu'il y avait un taux particulier, un degré particulièrement élevé, une prédominance particulièrement forte de la dépression, eh bien, ces recherches-là n'explorent pas les corrélats de la dépression, c'est-à-dire ne recherchent pas quels sont les stresseurs qui sont associés à la dépression, notamment chez les étudiants. Donc, un des objectifs de notre recherche, qui, je vous le signale, fait l'objet qui va sans doute être publié dans une revue qui s'appelle Journal of Affective Disorder. Pardon, Didier, ton micro s'est coupé depuis 20-30 secondes. Non, toujours pas. Ça doit être le petit micro à gauche en bas de l'écran. C'est le micro dans Zoom qui est arrêté. Attends, je vais... Comment faire? Attends. Là, c'est bon. Donc, il faudrait peut-être juste revenir sur la slide précédente. Et là, c'est bizarre, j'entends toujours pas. Pourtant, Zoom, le micro est bien allumé dans Zoom. Et tu n'as pas baissé le son de ton ordinateur, non? Ah. Pardon pour cette petite interruption de son, c'est réparé. Et nous redonnons la parole à Didier Truchot. Bien, merci Arnaud. Mes excuses pour ce petit problème. Donc, comme je le disais, nous avons donc recherché à identifier les différents stresseurs auxquels pouvaient être confrontés les étudiants de l'Université de Franche-Comté, et nous avons examiné dans quelle mesure ces stresseurs pouvaient impacter, pouvaient être en lien en tout cas avec la dépression d'une part et avec les troubles du sommeil d'autre part. Parallèlement, nous avons cherché à contrôler dans nos analyses statistiques les caractéristiques sociodémographiques les caractéristiques sociodémographiques qui caractérisaient les étudiants, donc l'âge, le genre, la situation matrimoniale, etc., etc. Est-ce qu'ils étaient boursiers? Est-ce qu'ils avaient ils étaient en situation, est-ce qu'ils avaient demandé une aide, etc., etc. Et puis, nous nous sommes également intéressés au soutien social et nous avons recherché deux fonctions éventuelles du soutien social. Est-ce que, d'une part, le soutien social pouvait avoir un effet direct sur la dépression et les troubles du sommeil? Autrement dit, est-ce que le soutien social pouvait diminuer les symptômes de dépression et les problèmes de sommeil? Et d'autre part, est-ce que le soutien social pouvait avoir un effet modérateur? C'est la petite flèche parmi les deux flèches bleues. Donc, est-ce qu'il pouvait avoir un effet modérateur, c'est-à-dire diminuer la force du lien entre les stresseurs et la dépression d'une part, les troubles du sommeil d'autre part? Donc ça, c'était l'objectif de ce petit travail
exploratoire. Alors, pour étudier les stresseurs chez les étudiants, nous nous sommes basés sur les stresseurs présents dans la littérature, quels stresseurs apparaissent dans les différents travaux liés au confinement chez les étudiants, mais également auprès d'autres populations. Donc, nous avons dressé une première liste de stresseurs et parallèlement à ça, nous avons eu des entretiens avec des étudiants pour comprendre les stresseurs auxquels ils pouvaient être confrontés. Donc, il s'agissait d'avoir une liste de stresseurs qui soit la plus fidèle, la plus valide d'un point de vue écologique. Et nous avons donc dressé une liste de stresseurs que nous avons transformée en items, en affirmations. Et puis, par exemple, des items du type avec le confinement, je passe du temps devant les écrans. Avec le confinement, chaque soir, je me dis que c'est encore une journée perdue à ne rien faire, enfin, etc., etc. On avait comme ça une liste d'affirmations, chaque affirmation représentant un stresseur. Et puis, nous avons à nouveau soumis cette liste à des étudiants pour être sûr que chaque item était bien compréhensible, n'avait qu'un seul sens. Enfin, on a respecté toute la méthodologie du questionnaire que on connaît lorsque l'on construit ce genre d'instrument de mesure. Donc, nous avions une première liste, la liste des stresseurs. En ce qui concerne la dépression, eh bien, pour la dépression, nous avons utilisé un questionnaire qui s'appelle le CESD, c'est-à-dire ici, c'est un questionnaire qui est utilisé régulièrement dans toutes les études sur la dépression en population générale. Donc, l'intérêt de ce questionnaire, c'est qu'il ne s'adresse pas à des personnes qui sont, par exemple, hospitalisées pour des dépressions, on peut le passer en population générale. Donc là, c'était particulièrement intéressant pour nous d'avoir ce questionnaire sous la main. Il comprend une vingtaine d'items, donc c'était plutôt... c'était pas un questionnaire vraiment trop long. Donc, on a des items comme, par exemple, j'ai été contrarié par des choses qui d'habitude ne me dérangent pas, je n'ai pas eu envie de manger, j'ai manqué d'appétit, j'ai eu du mal à me concentrer sur ce que je faisais, etc., etc., etc. Et ça porte sur la dernière semaine. En ce qui concerne les troubles du sommeil, nous avons également utilisé une échelle relativement courte, mais dont on sait qu'elle est fiable. Il est demandé au cours du dernier mois, et ça tombait bien puisque notre questionnaire a été envoyé aux étudiants un mois pile poil après le début du confinement. Donc, les items étaient des items du type avez-vous, au cours du dernier mois, donc avez-vous eu des problèmes d'endormissement, vous êtes-vous réveillé plusieurs fois dans la nuit, avez-vous eu des problèmes pour rester endormi, etc., etc., etc. Et donc, les caractéristiques sociodémographiques, je les ai indiquées tout à l'heure, le genre, l'âge, les années d'études, etc. Et enfin, en ce qui concerne le soutien social, nous avons un questionnaire qui permet de tester, d'évaluer 3 formes du soutien social. D'une part, le soutien social perçu, le soutien social évalué. Et on sait, les travaux en psychologie sociale montrent que tout ce qui est au niveau des ressources dont disposent les individus, tout ce qui est perçu est souvent beaucoup plus fort de ce qui est réel. Le soutien social perçu a souvent plus d'impact que le soutien social réel. Le contrôle perçu a souvent plus d'impact que le contrôle réel, etc., etc. Donc, une des formes de soutien, la première forme de soutien que nous avons évoluée, c'est le soutien perçu par les individus. Une autre forme de soutien, c'est le fait d'appartenir à des groupes, d'avoir des autrui disponibles lorsque l'on a besoin
de quelque chose. Et puis, la troisième forme du soutien, c'est le soutien tangible, le soutien instrumental, le soutien concret que l'on peut recevoir. Donc, ce questionnaire-là a été envoyé à l'ensemble des étudiants de l'université de Franche-Comté, donc aux 20 et quelques milliers de 22 ou 24 000, je ne sais plus, étudiants de l'UFC. Et nous avons reçu 2536 étudiants, voilà, sur les 24 291, ce qui fait un taux de retour de 10%. Alors, c'est un taux de retour qui peut paraître relativement faible. Ceci étant, si on compare avec les autres études qui ont été menées auprès d'étudiants pendant la période de confinement, on est parmi les études qui ont le taux de retour le plus élevé. Donc, je passe rapidement sur les caractéristiques sociodémographiques. On a 3/4 de femmes, alors qu'il y en a 57% à l'UFC. Donc, ici, on a une surreprésentation des femmes, ce qu'on peut expliquer par différents facteurs liés au genre. On pourra y revenir. On a une moyenne d'âge de 21 ans, on a 40% de personnes qui vivent en couple, etc. Je passe rapidement sur le sujet. On a ensuite, si on regarde la situation, ben voilà, dans cette diapo, on voit la situation sur par rapport au logement. Donc, pendant le confinement, on a les 2/3 des étudiants qui sont retournés chez leurs parents, ce qui n'est pas surprenant. On n'a que 2% d'étudiants qui sont restés au Crous pendant cette période. Si on regarde le pourcentage d'étudiants pour chacune des années, bien, ça correspond bien au pourcentage que l'on a d'une année sur l'autre, 32% en première année, on tombe à 11% en cinquième année, ce qui traduit bien l'observé. Et puis voilà la slide qui montre les étudiants par filière. Toutes les filières, toutes les UFR sont représentées, mais on a plus d'étudiants dans l'UFR SLHS que dans les autres UFR. Le pays d'origine, bon, rien à dire de particulier. Alors, si on regarde maintenant les résultats les résultats qui nous intéressent, eh bien, d'après, on a une borne qui a 19 pour cette échelle de CESD, et les résultats montrent que 51% d'étudiants qui ont répondu à notre enquête, 51% d'étudiants ont un score de dépression particulièrement élevé. Donc, ce qui est un chiffre assez, je vais dire, remarquable, inquiétant, puisqu'il est presque plus élevé que que le chiffre que l'on observe dans les autres études menées pendant la même période dans d'autres pays. Et donc, et par rapport à ce que l'on observe habituellement en population générale. On observe que les femmes ont un taux de dépression plus élevé que les hommes. Ça, c'est un chiffre habituel. Hein. C'est toujours ce qui est observé en population générale. Il n'y a pas véritablement d'influence de l'âge. Les personnes qui vivent en couple sont moins dépressives que les personnes qui vivent seules, mais ça, c'est un chiffre que l'on observe également en population générale. Le fait d'avoir des enfants, c'est corrélé avec le fait d'être en couple, semble être protecteur, puisque ceux qui ont des enfants ont un taux de dépression beaucoup plus faible. Et on n'est pas surpris, les boursiers ont un taux de dépression plus élevé que les non-boursiers. Et enfin, ceux qui ont demandé une aide ont un taux de dépression plus élevé, mais ce n'est pas significatif comparativement à ceux qui n'ont pas demandé d'aide. En ce qui concerne les troubles du sommeil, on a uniquement une influence du genre. Les femmes ont plus de troubles du sommeil que les hommes, mais on n'a pas d'autres influences de variables socio-démographiques. En ce qui concerne les années, les troubles du sommeil sont plus chez les premières années et les troisièmes années. On peut le comprendre dans la mesure où les premières et les premières années, ils débarquent dans la situation qui a dû être assez dépressogène pour eux, avec un manque de repères. Et puis, évident, et puis les troisièmes années, avec cette question du passage en M1
qui a dû être particulièrement anxiogène. Bon, tout ce qui est les chiffres là sur ceux qui sont là depuis 10, 12, 13, 14 années à l'université, il y a tellement peu ça concerne tellement peu de monde que on ne peut pas commenter ces chiffres qui n'ont pas de, de, enfin, on ne peut pas en dire vraiment en dire grand-chose. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire quels sont les facteurs de stress chez les étudiants de l'UFC et comment ces facteurs de stress sont-ils reliés à la dépression et comment sont-ils reliés aux troubles du sommeil. Alors, nous avons ici réalisé ce qu'on appelle une analyse factorielle exploratoire. Je vais passer rapidement sur la technique. J'ai mis ces diapos pour qu'on voit que, effectivement, on a bien respecté tout ce qu'il fallait faire lorsqu'on fait une analyse factorielle exploratoire. Donc, on a 6 facteurs de stress qui ressortent de notre analyse, c'est-à-dire que l'analyse factorielle exploratoire, avec la liste de nos stresseurs, montre que ces stresseurs peuvent se répartir selon 6 facteurs qui sont des facteurs, on va dire, significatifs. Alors, ces facteurs sont les suivants. On a un premier facteur que l'on peut appeler inactivité et oisiveté. Ça, c'est le facteur qui extrait le plus de variance, mais je reviendrai rapidement je reviendrai plus en détail sur ces facteurs-là. Je les nomme pour le moment. Donc, un premier facteur qui est inactivité et oisiveté. Un second facteur qui renvoie aux inquiétudes académiques. Un troisième facteur qui traduit le manque de confiance dans les informations concernant la COVID, les mesures de protection, etc., etc. Un quatrième facteur qui renvoie à la crainte du virus. Un cinquième qui concerne la précarité, la situation de précarité dans laquelle se trouvent les étudiants. Et enfin, un sixième facteur qui renvoie à l'idée du manque des personnes que l'on aime. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ces 6 facteurs-là sont associés à la dépression et aux troubles du sommeil. Et voici donc le tableau, c'est une analyse de régression qui montre que, une fois qu'on a contrôlé l'influence du genre et de l'âge, eh bien, le facteur qui est le plus associé à la dépression et aux troubles du sommeil, c'est le sentiment d'oisiveté, de passivité. Et ce sentiment d'oisiveté et de passivité regroupe donc d'inactivité, regroupe les items suivants, c'est-à-dire avec la quarantaine, c'est difficile pour moi de trouver la motivation pour travailler. Avec la quarantaine, c'est difficile de me concentrer. Je vois les jours passer et j'ai l'impression que je perds mon temps ou je gâche mon temps est perdu parce que je ne fais pas grand-chose. Un item renversé, je suis capable de mettre en place une routine. Actuellement, je passe trop de temps en face les écrans et avec la quarantaine, je reste au lit la plupart du temps. Donc ça, c'est le facteur qui est l'ensemble le facteur de stress, un facteur de stresseur, un ensemble de stresseurs qui est le plus associé à la fois à la dépression et aux troubles du sommeil. Et ça rejoint ce que l'on a pu observer dans la littérature. On sait qu'avec le confinement, il y a une perte de la routine habituelle, il y a une réduction des contacts sociaux, il y a une réduction des contacts physiques avec les autres. C'est une source d'ennui, de frustration, d'isolement par rapport au reste du monde. Et il y a une utilisation accrue d'Internet. On sait qu'elle est associée à la négligence de la vie personnelle, qu'elle est associée aux troubles de l'humeur, aux conflits interpersonnels. Et sans doute que l'inactivité, l'oisiveté, les sentiments dépressifs auxquels elles sont associées
peuvent être liées au risque d'abandon scolaire, au phénomène de décrochage. Et sans doute que là, il y a des préconisations à proposer à l'université ou aux universités dans ce genre de situation. Donc, on sait que, à nouveau, si on fait référence à la littérature, que la situation de confinement va réduire la diversité de nos activités. Nos activités sont vraiment réduites à des routines journalières, ce qui va engendrer une situation d'ennui. On sait que euh, dans les situations de la vie habituelle, hors confinement, on est régulièrement confronté à des défis au cours de la vie quotidienne, via notre travail, via notre vie sociale. Ces défis donnent du sens à notre existence. L'engagement dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle, va figurer parmi les dimensions qui donnent du sens à l'existence. Et quand on est privé de ces engagements, de ces défis, eh bien, on va sombrer dans l'ennui qui est lui-même pathogène. Voilà donc pour le premier facteur de stress le plus dépressogène pendant le confinement chez les étudiants de l'Université de Franche-Comté. Le deuxième facteur de stress, par ordre d'importance au sens où c'est le plus associé, le deuxième le plus associé à la dépression et aux troubles du sommeil, ce sont les inquiétudes académiques, avec les items suivants. Je me sens largué pédagogiquement, les procédures d'examen ne sont pas claires, j'ai peur de rater mon année, je me demande si les profs vont tenir compte du confinement dans leur évaluation, j'ai peur de rencontrer des problèmes si les examens sont en distanciel. Je suis inquiet de la qualité de ma formation. À cause du confinement, j'ai une charge de travail plus importante et j'ai peur de déranger les profs en leur demandant de l'aide, en les contactant par email. Donc ici, on voit bien que ces stresseurs ne renvoient pas seulement aux inquiétudes concernant les examens et concernant la qualité de la formation pédagogique, ils concernent également les barrières qui entravent ces acquis pédagogiques, peur de déranger les enseignants en leur demandant de l'aide par email, rencontrer des problèmes s'il y a des examens en ligne, et ces préoccupations semblent être, sinon aggravées, du moins accompagnées par une charge de travail qui est particulièrement élevée. Et ici, ça renvoie vraiment à une situation dans laquelle les étudiants n'ont pas de contrôle sur leur situation. Déjà, le premier facteur renvoyait indirectement à ce processus de manque de contrôle, mais celui-là aussi, on sait que tous les individus, on sait que pour la bonne santé des individus, il est fondamental pour la bonne santé psychologique, mais également la santé physique, il est véritablement fondamental d'avoir un contrôle sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Avoir un contrôle, ça peut signifier que l'on voit le lien qu'il y a entre ce que l'on fait et ce que l'on produit. Si je ne vois pas de lien entre ce que je fais et ce que je produis, je manque totalement de contrôle. Mais le contrôle, ça peut être également être dans un monde qui est prévisible. Je ne peux pas moi-même déterminer ce qui va se passer, mais je peux prévoir ce qui va se passer parce que j'ai suffisamment d'informations et je peux m'adapter à ce qui va se passer. On sait que le contrôle est vraiment un déterminant important pour tout individu. Et par exemple, on a de très beaux travaux dans des maisons de retraite qui montrent que donner du contrôle à des personnes âgées sur leur activité eh bien, conduit à une meilleure santé, conduit à une moindre prise de médicaments comparativement à des personnes âgées auxquelles on donne des choses positives, mais sur lesquelles
elles ne peuvent pas avoir de contrôle. Et je pourrais citer comme ça de nombreuses études, de nombreux travaux. Inversement, donc, le manque de contrôle va conduire à des états d'apathie, à des états où l'individu ne tente à une perte de motivation, l'individu ne cherche pas à sortir de sa situation, l'individu a des déficits à la fois au niveau cognitif, au niveau affectif, au niveau motivationnel. C'est ce qu'on appelle un état d'impuissance acquise. L'individu apprend à ne plus rien faire. Eh bien, sans doute, on est dans c'est un état qui est proche de la puissance acquise, un concept que l'on doit à un Américain qui s'appelle Martin Seligman. Eh bien, sans doute un état qui est proche de la dépression, sans doute les étudiants sont-ils proches de cet état-là avec la situation de confinement. Ils ont peu de contrôle sur la situation dans laquelle ils sont. Le deuxième facteur le plus associé à la dépression et aux troubles du sommeil, c'est la précarité. Alors, il n'est pas fortement associé, mais c'est quand même significatif. La précarité est d'ailleurs plus associée aux troubles du sommeil qu'à la dépression, du point de vue statistique. Donc, la précarité, on a des items du type avec la quarantaine, enfin avec le confinement, je suis dans une situation financière précaire, je suis forcé de restreindre ma nourriture à cause de ma situation financière. Avec le confinement, je n'ai pas les moyens nécessaires pour faire mon travail universitaire, manque d'ordinateur, d'imprimante, d'Internet, etc., etc., etc. On sait que dans les situations normales, entre guillemets, c'est-à-dire dans les situations hors confinement, la précarité est le premier stresseur qui apparaît chez les étudiants. Toutes les études, qu'elles soient menées en France, aux États-Unis, corroborent ce fait-là. Donc, les études menées pendant les situations de quarantaine montrent également que c'est un facteur de stress particulièrement important. J'ai mené une étude tout à fait récemment, là au mois dernier, avec un étudiant qui s'appelle Mayol, et on montre que à l'heure actuelle, la précarité est le facteur le plus important, le facteur de stress le plus important si on prend la dépression ou les idéations suicidaires comme critères de santé. Le facteur suivant, eh bien, c'est le manque de confiance dans les informations. C'est le quatrième facteur le plus lié au stress, à la dépression, pardon, et aux troubles du sommeil. Alors, ici, donc, manque de confiance dans les informations. On a des items comme il est difficile pour moi de faire confiance aux informations qui viennent du gouvernement, difficile de faire confiance aux informations qui viennent des autorités médicales. Je ne sais pas toujours si les informations qui circulent sont vraies ou si ce sont des rumeurs. Je ressens un manque d'informations reliable, dignes de confiance, à propos de la contagion par le coronavirus. Donc ici, ça reflète bien le manque de confiance, manque de confiance qui concerne à la fois les autorités et le gouvernement, et plus généralement toutes les informations qui circulent à propos du virus. Et ici, c'est intéressant parce que quand il y a, enfin, je ne sais pas si ça a été abordé lors des séminaires précédents, je ne les ai pas tous écoutés, mais j'irai les écouter sur YouTube. Dans ces situations de manque, de manque d'information, non pas de manque d'information, mais de manque de confiance aux informations, eh bien, les gens vont aller se baser sur les réseaux sociaux pour se faire une idée et risquent de tomber donc sur des informations qui sont des fake news. Et on sait par ailleurs que
Inversement, on sait que le fait d'être confronté d'être surexposé aux informations sur la COVID-19 dans les médias sociaux et dans les médias de masse a une association significative avec la dépression. Ça a été démontré et à plusieurs reprises. Il y a un psychologue américain qui parle de headline stress disorder, c'est-à-dire, on peut le traduire par des troubles anxieux liés aux médias. Ça se caractérise par une sensation de détresse, d'anxiété suite à la consultation de nombreuses informations. Et ça amène à nouveau, ça va conforter ce sentiment d'impuissance acquise dont je parlais précédemment. Le stresseur suivant, alors qui n'est pas véritablement associé à la dépression et au virus, à la dépression pardon, et aux troubles du sommeil, c'est la crainte du virus. Donc, j'ai peur d'attraper le virus quand je sors de chez moi. Je suis effrayé, j'ai peur que ma famille et mes amis attrapent le virus. J'observe régulièrement les symptômes que je peux avoir. Je passe beaucoup de temps à lire et à écouter les informations concernant le coronavirus. Mais donc, comme je viens de dire, ce n'est pas associé à la dépression ou aux troubles du sommeil. Mais sans doute que nos données ayant été recueillies un mois après le confinement, il est probable que la peur de la contagion ait diminué. Il est également probable que ce stresseur-là ne soit pas associé à la dépression, mais soit associé plutôt à de l'anxiété. C'est tout à fait possible, mais on a testé la dépression, on n'a pas testé l'anxiété, on ne voulait pas allonger notre questionnaire. Et enfin, un item un stresseur, le dernier, qui n'est pas associé à la dépression ni aux troubles du sommeil, c'est le fait de manquer les personnes que l'on aime, donc, ou de ses proches. Hein, donc, les personnes que j'aime, auxquelles je tiens, me manquent beaucoup. Ne pas voir ma famille, mes amis régulièrement est quelque chose de déprimant pour moi. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en termes statistiques, ces 6 stresseurs-là expliquent 49% de la variance de la dépression, donc c'est vraiment important, alors que l'âge et le genre n'expliquent rien du tout. Et de la même façon, ces six sources de stress expliquent 21% de la variance des troubles du sommeil. Donc, ils expliquent beaucoup plus la dépression que les troubles du sommeil, et ils en expliquent quand même une part véritablement importante. Alors, je l'ai dit, je vais terminer là-dessus. Ah oui, pardon, le soutien social, excusez-moi. Le soutien social, donc on se demandait s'il avait un effet direct, que l'on voit ici, s'il avait un effet, excusez-moi, s'il avait un effet direct ou s'il a un effet modérateur, eh bien, les résultats montrent que le soutien social a un effet direct, c'est-à-dire qu'il agit directement sur la dépression et sur les troubles du sommeil. Il agit de manière très positive. Donc, plus les étudiants ont du soutien, moins ils sont dépressifs, moins ils ont de troubles du sommeil, mais le soutien social n'est pas suffisamment important, en tout cas le soutien social tel que nous l'avons mesuré, pour modérer le lien entre les stresseurs et la dépression, les troubles du sommeil. Donc ici, ce que l'on voit à travers ce tableau de corrélation, c'est que le soutien, on a des 3 sources de soutien que j'ai évoqué tout à l'heure. On peut calculer également un score global de soutien qui est l'addition des 3 scores, des 3 sous-scores de cette échelle. On voit, c'est que le soutien a un effet positif et significatif sur la dépression, mais pas sur les troubles du sommeil.
Il a un soutien positif sur le sentiment de désœuvrement, sur les inquiétudes académiques et sur la précarité. Ben oui, en fait, il a un soutien positif sur les trois stresseurs qui ont des effets qui sont les plus importants. On se souvient que le désœuvrement, le sentiment de désœuvrement, les inquiétudes académiques et la précarité sont les trois stresseurs les plus forts, ceux qui impactent le plus sur la santé psychologique des étudiants. Donc ici, le soutien est une ressource à cultiver. Il a un effet direct sur les étudiants, sur la santé des étudiants, mais il n'a pas d'effet modérateur. Je passe sur ces statistiques qui sont des tableaux barbares. Ça montre que s'il y a un effet modérateur, il est vraiment peanuts. Hein, ça ne donne rien du tout, que ce soit le soutien tangible, le soutien en termes d'appartenance, on n'a pas d'effet, ou en termes d'évaluation, on n'a pas d'effet du soutien sur d'effet modérateur du soutien, il n'y a pas d'interaction. Donc ici, ce n'est pas une ressource qui va modérer les effets des stresseurs que peuvent rencontrer les étudiants. Alors, rapidement, en 3 minutes, j'ai réalisé une nouvelle étude avec un autre étudiant, mais alors le problème, c'est que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Autant pour la première étude, j'avais adressé le questionnaire à la liste étudiants de l'UFC, donc mon questionnaire était passé sans problème. Et là, j'ai envoyé le questionnaire j'ai envoyé le questionnaire à la liste des étudiants UFC. J'ai bien vu que mon questionnaire avait été transmis au modérateur, mais il n'est jamais passé aux étudiants. Je l'ai renvoyé une seconde fois à nouveau. J'ai vu que mon questionnaire avait été transmis au modérateur, mais il n'a jamais été communiqué aux étudiants. J'ai contacté l'AVP, une vice-présidente qui m'a dit de contacter une dame, etc. Ce que j'ai fait, je n'ai jamais eu de réponse. Donc, le questionnaire n'est passé qu'auprès d'étudiants de SLHS. Donc, on a très, très peu d'étudiants qui ont répondu. Mais ici, ce que l'on voit, les facteurs de stress qui apparaissent et qui apparaissent les plus fortement aujourd'hui chez les étudiants. Le facteur qui a donc un an après en situation après, on n'est plus en confinement. Le stresseur qui apparaît le plus, c'est la précarité. C'est celui qui vraiment impacte le plus. Et le deuxième facteur, c'est les difficultés à travailler, c'est-à-dire les difficultés pour se concentrer, les difficultés avec la situation sanitaire, j'ai du mal à trouver la motivation, j'ai du mal à trouver la concentration, je n'arrive pas à me concentrer, je passe mon temps devant les écrans. Donc, ce sont les deux facteurs les plus importants. Et le troisième facteur le plus important aujourd'hui, ce sont tous les problèmes liés aux interactions à distance. Et donc ici, ça nous donne des items du type « j'ai peur d'avoir des problèmes s'il y a des partiels à distance, j'ai peur de déranger les professeurs en les sollicitant par mail, j'ai peur de ne pas trouver l'accès pour mes cours en distanciel ». Mais c'est sur un nombre très, 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 très restreint d'étudiants. Donc, il faut être très, très, très prudent. Cette étude-là montre que également il y a 6% d'étudiants qui ont des idéations suicidaires de manière forte, mais à nouveau, c'est sur un tout petit échantillon, donc je vais être prudent avec ces résultats, surtout que je suis donc enregistré. Voilà, je pense avoir tenu à peu près 3/4 d'heure. Et donc, merci pour votre attention et je laisse la parole à tous ceux qui ont des questions. Merci beaucoup,
Didier. Alors, merci pour cet exposé très clair. Il y aura peut-être quand même voilà, des questions, des demandes d'éclaircissement. Je donne immédiatement la parole à Patrick. Première question. Voilà, le micro est bon, c'est le micro est bon. OK. Ben oui, moi, enfin, bon, je vais pas monopoliser, donc je- j'ai plusieurs questions, en fait. Donc, je vais en poser une, puis je reviendrai après en laissant la place à d'autres, sinon ça risque de faire un monologue, hein. La première question que j'ai, c'est par rapport au fait que vous avez fait de la sélection, c'est-à-dire qu'on répondu ceux qui voulaient bien répondre. Tout à Donc fait. ça, il n'y a pas de souci, on ne voit pas comment faire autrement, hein. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça peut entraîner une surestimation des indicateurs de dépression? C'est-à-dire que finalement, auront répondu ceux qui se sentent le plus concernés. Et du coup, ça peut quand même introduire un biais. Est-ce que enfin, quel commentaire vous feriez là-dessus? Oui, c'est possible. Quand je dis qu'il y a 51% d'étudiants qui sont dépressifs, c'est possible hein, qu'il y ait un biais. En même temps, on peut tenir le discours inverse en disant que les personnes les plus dépressives ne vont pas répondre à un questionnaire. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment difficile à avoir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement. De toute façon, l'échantillon, pardon, il n'est pas représentatif, donc on ne peut pas dire ici, au niveau de la prévalence de la dépression, qu'on est sûr du résultat. En revanche, ce qui est le plus intéressant, et là on est à peu près certain que les résultats sont les bons, c'est sur les processus qui relient les stresseurs à la dépression. Là, on n'a pas besoin d'un échantillon représentatif pour tester ces liens-là. Et là, on est à peu près sûr que ce sont des liens qui correspondent véritablement à ce qui s'observe sur l'ensemble des étudiants. Voilà, j'observe que si on regarde un certain nombre de résultats, par exemple, on sait que le lien entre l'effet du genre sur la dépression que l'on observe en population générale, on l'observe aussi dans notre population. Bon, voilà, il y a un certain nombre de résultats qui font dire que ben voilà, notre échantillon n'est pas si bancal que ça. Mais il est possible, en tout cas pour les 51%, oui, il est tout à fait possible que ce soit surélevé. Sur ou sous, du coup. Pardon? Sur ou sous, du coup, selon les deux hypothèses que vous avez posées. Alors, j'ai une deuxième question, puis après je me tais. C'est une demande d'éclaircissement, parce qu'il y a un moment, je n'ai pas compris. Il y a deux idées qui me semblent fortes. C'est que le support qu'on peut apporter aux étudiants semble, sur certains facteurs, avoir des effets, mais globalement, pas d'effet. Alors, je n'ai pas bien compris la différence qu'il y avait entre les deux. Si vous pouviez reclarifier. Oui, en fait, ce que l'on a recherché, c'était dans le soutien social, pour toute ressource, on peut regarder au moins deux types d'effets de la ressource. La ressource peut avoir un effet direct sur la santé, c'est-à-dire ici, on peut imaginer que c'est une vitamine et que c'est une vitamine, elle fait du bien, quel que soit l'état dans lequel je suis, que je sois en forme ou pas en forme, la vitamine va me profiter. C'est donc ce qu'on avait appelé un effet direct en termes statistiques, ce qu'on appelle un effet principal. C'est-à-dire ici, ma ressource fait du bien à tout le monde. Et puis, il peut y avoir un autre effet, c'est un effet modérateur. Ici, on regarde si la ressource, le soutien social, va modérer le lien entre les stresseurs et la santé. Alors ici, ça serait plutôt l'effet d'un antalgique, c'est-à-dire que ici, si je ne suis pas stressé, s'il y a peu de stresseurs, eh bien, ma ressource elle a peu d'importance. Si je n'ai mal nulle part, mon antalgique, il ne me sert à rien. En revanche, ça peut être intéressant de voir que quand les stresseurs augmentent, quand la douleur augmente, eh bien, ma ressource, ici mon antalgique, va diminuer la douleur.
Or, en fait, ce que montrent donc c'est ce qu'on appelle un effet modérateur en termes statistiques, un effet d'interaction. Et ce que montrent nos résultats, c'est que les ressources ici ont un effet, le soutien social a un effet de vitamine, c'est-à-dire qu'il profite à tout le monde, ok, mais il ne profite pas davantage à ceux qui sont stressés versus ceux qui ne sont pas stressés. Voilà, en fait. Donc, il a un effet, le soutien social a donc cet effet direct. C'est un bienfait pour tout le monde, mais il n'a pas d'effet supplémentaire pour ceux qui vont mal. Voilà, je ne sais pas si ce que j'ai expliqué clairement. Est-ce que c'est Oui, clair? c'est parfaitement clair, là, je comprends parfaitement. Là. Enfin, je crois Voilà. comprendre parfaitement. Là. Merci. Voilà. Merci Donc, à tous les deux. Je vais donner la parole à Nicole Vernaza. Bonjour, je suis anthropologue spécialisée sur les questions de santé et je fais partie des experts du Haut Conseil de la santé publique. Donc, on a quand même été pas mal interpellés à de nombreuses reprises sur différents aspects, mais pas tellement finalement sur celui des étudiants. Et donc, moi, la question que je me posais, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé votre intervention, en prétendant que ça soit toujours trop court, c'est quelle analogie on peut faire avec justement le vécu et les comportements de la population. Est-ce que vous avez eu l'occasion de comparer? Parce qu'on a en gros, tout au long de la pandémie, diversifié entre les vieux d'abord, on a beaucoup parlé des vieux, en particulier de ceux qui étaient dans les EHPAD, puis ensuite on a parlé, tout d'un coup, on a découvert que finalement les étudiants souffraient, à juste titre, de leur situation, puis un peu les scolaires, puis bon, et donc est-ce qu'on peut vraiment penser qu'ils ont des caractéristiques spécifiques qui font que leur comportement dépressif, anxieux, leurs troubles de sommeil, on ne va pas les retrouver de manière plus générale dans la population ou chez les plus jeunes scolaires? Voilà. Oui. D'accord, merci. Et ensuite, j'aurais une deuxième question, c'est, je ne comprends pas très bien, parce que ce n'est pas ma partie, derrière le mot soutien social, est-ce que c'est en particulier le soutien associatif? Ah non, ok. Est-ce que c'est le soutien, pardon, associatif? Associatif, oui. Ok, ok. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question. Non, ce qu'on appelle le soutien social, ça peut être le soutien social peut être, enfin, en psychologie sociale, on va l'étudier de deux manières. On peut étudier le soutien social comme intégration, donc le fait de faire partie de groupes, le fait de faire partie alors là, effectivement, d'associations au sens, je fais partie d'un club de pétanque, je fais partie d'un couple. Aux États-Unis, vous regardez si on fait partie d'une église, etc., etc. Donc là, on va regarder le soutien social comme phénomène d'intégration sociale. Et là, on a des études merveilleuses qui montrent que plus on fait partie de toutes choses égales par ailleurs, plus on fait partie de groupes, plus l'espérance de vie est longue. Et on arrive à montrer, par exemple, qu'il vaut mieux faire partie de groupes et fumer que ne pas faire partie de groupe, oui, il vaut mieux faire partie de groupe et fumer que de ne pas faire partie de groupe et être non-fumeur. Il vaut mieux évidemment ne faire partie de groupe et être non-fumeur, c'est le mieux. Mais en tout cas, on a des études comme ça sur des dizaines d'années qui montrent l'effet de l'intégration. Et puis, on va avoir le soutien social plutôt au sens interactif du terme, c'est-à-dire est-ce que autour de moi, j'ai des relations qui ont des fonctions de soutien. Et on va s'intéresser ici à différentes formes de soutien, ce qu'on appelle le soutien perçu. Le soutien perçu, c'est est-ce que je perçois que les autres sont disponibles? Est-ce que je perçois que j'ai de l'aide lorsque j'ai de l'aide quand j'en ai besoin? Et ici, on sait que ce soutien-là est fondamental parce que quand un stresseur, quand une menace m'arrive, eh bien, je vais déjà envisager la menace comme moins menaçante si je sais que j'ai du soutien disponible. Il m'arrive un pépin, merde, ah oui, mais il suffit que je téléphone à machin, il va me donner un coup de main, etc., etc. On va considérer une autre forme de soutien qui est le soutien d'estime.
le soutien d'estime, on voit bien, hein, j'ai un pépin, il faut que j'ai eu un souci, j'ai eu j'ai fait une mauvaise présentation, je me fais démolir, etc. Bon, avoir un soutien d'estime, c'est important. Il y a le soutien affectif et il y a le soutien informatif. Alors là, le soutien informatif, à l'heure actuelle, c'est particulièrement important. C'est une sorte importante quand on est devant un ordinateur, on est toujours l'idiot de quelqu'un informatiquement, donc on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous donne des informations. Dans un monde changeant sans arrêt, le soutien informatif est particulièrement nécessaire. Et puis, il y a le soutien qu'on va appeler le soutien instrumental, c'est-à-dire j'ai besoin d'un coup de main pour déménager, est-ce que j'ai quelqu'un qui, autour de moi, peut m'aider à déménager? Donc, c'est les différentes formes de soutien que l'on va étudier en psychologie sociale. Dans ce qui concerne le travail, par exemple, on sait qu'il y a 3 ressources qui sont fondamentales. Il y a avoir du contrôle, avoir de la justice, et avoir un sentiment de justice et avoir du soutien. Le soutien fait partie des 3 ressources dans tous mes travaux. C'est vraiment une des 3 ressources les plus fondamentales pour être en bonne santé. Alors, la première question, du coup, je ne me souviens plus. Oui, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les étudiants et puis la population générale? Là où déjà il y a une différence, c'est que quand même, chez les étudiants, c'est une période de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc ça, c'est, même si certains contestent la notion d'adolescence. Donc ça, c'est déjà quand même une grande différence. Et puis la situation de précarité est quand même quelque chose qui frappe beaucoup plus les étudiants. Et on sait qu'en période normale, ce que j'ai dit rapidement, les étudiants ont déjà un taux de dépression particulièrement important. Donc je pense que ce sont quand même 2 grandes différences entre deux grandes caractéristiques qui différencient les étudiants de la population adulte. Mais sinon, si on regarde le manque de confiance, la crainte du virus, là, on va retomber sur des éléments qui sont communs à l'ensemble des différents groupes sociaux. Ça me paraît évident. Mais je ne sais pas si je réponds bien à votre question parce que, en fait, je ne sais pas si je peux y répondre tout à fait bien parce que je n'ai pas suffisamment en fait d'éléments de comparaison. Il faudrait que je regarde. Voilà, je pense que ce sera effectivement intéressant de voir si ces compartimentations qu'on a fait entre les vieux, les étudiants, les scolaires et entre guillemets la population générale, compte tenu quand même des situations de chômage, de précarité pour les travailleurs aujourd'hui, surtout les jeunes travailleurs. Hein. Les scolaires ont quand même connu aussi la situation que vous décrivez, c'est-à-dire par rapport au milieu académique, ils ne savaient jamais s'ils allaient arrêter leurs cours, ou entre guillemets, dès le CP, hein, les gamins de CP aussi ont connu les mêmes comme situation finalement de troubles scolaires parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Donc, on passe son brevet ou qu'on passe son bac ou qu'on soit étudiant. Voilà. Je voulais savoir si vraiment vous pensez que aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur les jeunes étudiants et on voit bien, hein, alors que ce n'est pas un discours politique assez. Alors, en termes. Macron, actuellement, est en train d'essayer de capter l'attention des jeunes. Hein. Est-ce que vraiment, il vous semble très différent du reste de la population par rapport au Covid? Alors, en ce qui concerne non pas forcément les stresseurs précis qu'on a étudiés ici, mais en ce qui concerne les processus que j'ai pu évoquer, notamment les processus en termes de manque de contrôle sur la situation. Et je répète, le contrôle, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je pourrais citer des travaux merveilleux sur le sujet. En ce qui concerne le manque de contrôle, c'est-à-dire est-ce que j'ai du contrôle sur l'information? Quel contrôle j'ai sur l'information?
quel contrôle j'ai sur les sources d'information, quel contrôle j'ai sur qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que je pars en vacances ou est-ce que je ne pars pas en vacances? Est-ce que je vais continuer à être en télétravail ou pas en télétravail? Sous quelles conditions? Enfin, etc., etc. Je pense que là, de ce point de vue-là, et imaginez ce que c'est que la situation des personnes en maison de retraite du point de vue du contrôle, eh bien, de ce point de vue-là, on a des processus psychosociaux qui sont les mêmes, quelle que soit la tranche de la population, la catégorie de la population plutôt, quel que soit le groupe professionnel, quel que soit le groupe d'âge auquel on s'intéresse. Ça, pour moi, c'est évident. Vraiment, cette situation de confinement ou d'après-confinement, la situation que l'on vit à l'heure actuelle, on est dans une situation qui conduit à cette impuissance acquise, à ce phénomène d'impuissance acquise que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que, eh bien, oui, on a très, très peu de contrôle. On ne peut pas, dans cette situation de menace, on ne peut pas, qui est quand même sans équivalent. Hein, on n'a pas eu de situation de menace équivalente dans nos vies à tous, hein, quel que soit notre âge. Et on nous demande finalement, face à cette situation de menace, finalement, les comportements que l'on a habituellement dans les situations de menace sont complètement ineffectifs dans la situation précise. On ne peut pas faire appel à nos comportements de défense que l'on met en place habituellement lorsque l'on est menacé. Ça ne marche pas. Donc ici, autrui, dans nos relations quotidiennes, autrui devient une sorte de menace. Donc, on peut être à proximité d'autrui, mais finalement, on est dans des situations qui vont dissocier la présence d'autrui avec la possibilité de profiter d'autrui. À nouveau, ce n'est dans une situation où on ne contrôle pas grand-chose. Enfin, tous ces éléments-là, alors ça, ce que je viens de dire, c'est valable en maison de retraite, c'est valable pour des étudiants, c'est valable pour des maisons de retraite. Hein. Autrui peut être là, mais on ne peut pas en profiter. On voit ses proches derrière une glace, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, oui, effectivement, sont valables pour… ces processus, en tout cas, sont valables pour tous les groupes d'âge, professionnels, etc. Il y a un Je vous certain remercie. nombre de… Pardon. Ah oui, Nicole, si vous êtes satisfaite des Ah réponses oui, de Didier. tout à fait, tout à fait. Et je me permettrai de vous reciter. Ah ben, merci. Il y a un certain nombre de questions précises. On a écrit un petit article qui va paraître dans Journal of Affective Disorder. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Très volontiers. Arnaud Massé a mes coordonnées. Okay. Très bien. Il y a plein de petites questions de Patrick dans le chat. Je voulais en glisser moi aussi, mais on peut prendre celle de Patrick. La première question, c'était juste une question de vocabulaire. Il lit quarantaine et pas lockdown, mais il dit on parle bien de confiner et pas en quarantaine au sens de… Oui, oui. En fait, quand on traduit confinement en anglais, confinement, c'est quarantaine. OK. Et dans l'anglais, je dirais classique, et l'anglais vernaculaire, celui qu'on trouve dans les journaux, à la BBC, etc., il parle de lockdown. Donc voilà, mais c'est effectivement quarantaine. Quand j'écris dans un article en anglais, si j'écris en français, personne ne lit mes articles. Si je l'écris en anglais, tout le monde les lit. Donc c'est pour ça que j'écris en anglais. C'est pas pour faire allégeance aux Américains, c'est vraiment parce qu'il faut qu'on ait une langue commune entre chercheurs et que voilà, c'est la langue commune entre les chercheurs. Voilà, c'est une nécessité. Donc ici, dans le corps de mon article, je vais parler de quarantine, mais dans les items d'une échelle, je vais éventuellement parler de lockdown. D'accord. Sa deuxième question, c'était ne serait-il pas intéressant de comparer la distribution des répondants par UFR
avec l'effectif du nombre réel d'étudiants de chaque UFR afin de mesurer s'il y a un effet du type d'études sur le taux de réponse. Oui, ça, on peut le faire, je ne l'ai pas fait. Mais ça, je peux le faire, oui, tout à fait. D'accord. Quid des étrangers? Leur effectif semble faible dans les répondants. Ouais, Mais du fait de l'éloignement de leur famille, ne sont-ils pas une catégorie fait, plus vulnérable? Ou au ouais. contraire, non, car intégrés dans des Il y communautés en a, ils locales? sont tellement peu nombreux que, alors attendez, les étrangers, ils sont tellement peu nombreux qu'on n'a pas cherché à. Donc voilà pour les UFR, hein, on a 890 en UFR et CLHS. On voit bien, il y a plus la culture du questionnaire, hein, je pense en SLHS. Donc, droit, sciences éco, ils sont 400, SMP 350, ST 600, le STAPS 128. Mais là, c'est pareil, le STAPS, ils sont quand même beaucoup moins nombreux, j'imagine. Et puis, l'ESP aussi. Donc, alors, en ce qui concerne les étrangers, vous voyez que, voilà, on a pour les pays d'Afrique qui sont 2%. 2% ça fait une soixantaine d'étudiants, quoi. Donc, on va arriver à des statistiques qui sont quand même là pas très, très, très fiables. Donc, chez 60 étudiants, on va avoir une hétérogénéité qu'on ne saura pas interpréter. Donc, voilà. Mais c'est vrai que avec plus de... On peut trouver des différences, et des différences qui sont liées à des caractéristiques qui ne sont pas dans le questionnaire, quoi. Donc, en revanche, ce qui est évident, c'est que les boursiers, les étudiants qui ont demandé de l'aide sont beaucoup plus dépressifs que les autres. Ça, c'est évident. Et je rappelle que dans la petite étude qu'on a menée là auprès de 200 étudiants, enfin il y a 200 étudiants qui ont répondu, la précarité, c'est le stresseur qui arrive en premier. D'accord. Voilà, je ne réponds pas directement, hein, mais... Quatrième question alors de Patrick. J'aurais aussi des questions sur la magnitude des effets. Quand les pourcentages étaient exprimés, on avait souvent des contrastes très significatifs qui opposaient 20%, Ah oui, ce qui relativiserait non la significativité de la différence, mais l'amplitude de l'effet. alors, j'aurais aussi des questions sur la magnitude des effets. Quand les pourcentages étaient exprimés, on avait souvent des contrastes. Qui opposait de variations de Oui, 20%, c'est ça? oui. Alors en fait, pour des coefficients de corrélation, évidemment, on ne calcule pas des statistiques sur des pourcentages. Hein. On calcule des statistiques sur même si on peut faire des comparaisons de pourcentages, mais toutes les statistiques sont basées sur des chiffres absolus. Donc, ce n'est pas sur des pourcentages. En revanche, évidemment, plus l'échantillon est important, plus il y a de chances qu'une différence soit significative. Une différence de 2 points peut ne pas être significative sur un échantillon de 100 personnes. La même peut être significative sur un échantillon de 2000 personnes. Tout ça, pour des règles statistiques qui sont liées aux régressions, aux corrélations, c'est-à-dire que la régression va, en termes statistiques, je suis enregistré, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Oui, le nombre fait que, de toute façon, on augmente l'effet. Oui, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez tout à fait raison, mais pour le coup, dans la population, les effets sont significatifs, la différence est significative, mais finalement, la magnitude de l'effet, c'est-à-dire la grosseur de l'effet, entre un pourcentage à 20% et 22% n'est pas si considérable que ça. C'est ça que je veux dire. Non, tout à fait. Voilà. Hein, donc, c'était un commentaire là-dessus que je Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Mais ensuite, tout va dépendre de la sensibilité, je dirais, de l'instrument. Si vous prenez un thermomètre, la différence entre 38 et 39, elle est très importante. Donc ici, il faudrait regarder en plus, les études psychométriques qui nous indiquent, par exemple, sur une échelle de dépression,
l'écart entre 19 et 21 peut être un écart très, très, très important, mais il faudrait regarder la sensibilité de l'échelle, etc., etc. Ça suppose d'autres calculs et d'autres références. Sur ces questions de magnitude de l'effet, donc est-ce que, j'ai une question peut-être plus simple, mais est-ce que je comprends bien l'effet des différents stresseurs si je retiens que l'inactivité et les inquiétudes académiques sont de loin les deux items les plus cités par les étudiants, non? Non, c'est pas ça. Tu repasses à la deuxième session, Arnaud. Euh, non, ça veut dire que ce sont, en fait, l'analyse ici est une analyse qu'on appelle une analyse de régression linéaire multiple, c'est-à-dire que on regarde quel est le lien entre chacun des items et chacun des stresseurs, pardon, et la dépression, ok, en tenant compte du lien qu'il y a entre tous les autres stresseurs et la dépression. C'est-à-dire que si on regarde individuellement le lien qu'il va y avoir entre chacun des stresseurs et puis la dépression, on va trouver, je suis à peu près certain, une corrélation significative. Ok, mais ce qui nous intéresse, c'est de regarder le poids relatif qu'a un des stresseurs sur la dépression quand on a pris en compte le poids que les autres stresseurs peuvent avoir sur la dépression. Et ici, c'est ce que nous indiquent les analyses de régression linéaire multiple. Donc, ça nous indique que finalement, l'association la plus forte entre un stresseur et la dépression, quand on prend en compte l'effet des autres stresseurs, eh bien, elle est observée avec l'oisiveté. L'oisiveté, c'est vraiment le stresseur qui explique le plus la façon dont varie le score de dépression. Quand on passe d'un score de dépression faible à un score de dépression élevé, ce qui indique le plus la variance du score de dépression, eh bien, c'est l'oisiveté. Ensuite, ce qui explique le plus la variance du score de dépression, c'est les soucis académiques, etc., etc. En d'autres termes, eh bien, c'est l'oisiveté, l'ennui, l'oisiveté, la passivité, qui est le stresseur le plus associé à la dépression. Suivi par les academic worries, donc les inquiétudes académiques, les soucis académiques, suivis par le sentiment de précarité. Autrement dit, si on voulait agir, eh bien, alors ensuite, c'est un problème de politique, c'est un problème de ressources, mais en tout cas, si on voulait diminuer la dépression chez nos étudiants, il faudrait s'attaquer à ces trois stresseurs et sans doute au sentiment d'oisiveté en priorité. Alors, pour être tout à fait complet, il faut dire ici que notre étude est une étude qui est transversale, c'est-à-dire qu'on recueille toutes les données au même moment, en même temps. On recueille toutes les variables au même moment. Autrement dit, quand on calcule une corrélation, quand on calcule un coefficient d'association, on suppose que nos stresseurs sont la dépression, nos stresseurs sont les stresseurs que l'on a trouvés ici avec notre questionnaire et qu'ils ont un effet sur la dépression. On pourrait très bien me rétorquer que, après tout, c'est parce que les gens sont dépressifs qu'ils perçoivent les stresseurs plus fortement que ceux qui ne sont pas dépressifs. Donc ici, quel est le lien de causalité? Dans l'absolu, on ne peut pas ne pas supposer qu'après tout, ça pourra aller dans un sens inverse que celui que je suppose. Bon, je dirais que le bon sens veut dire que les stresseurs engendrent de la dépression, mais rien ne, comme je recueille tout en même temps, voilà. Alors, ce qu'il faudrait, c'est mener une étude longitudinale. Là, par exemple, je mène des études sur le suicide. Je regarde comment un stresseur aujourd'hui est lié à des tentatives de suicide ou des idéations suicidaires dans 2 ans. Et là,
je suis sûr que c'est bien le stresseur aujourd'hui qui est associé aux idéations suicidaires dans 2 ans. Là, ici, on ne pouvait pas faire ça. De toute façon, vu les circonstances, ce n'était pas possible de faire une étude longitudinale. Si, il aurait fallu faire une étude début mai, fin mai, mais là, il aurait fallu avoir l'autorisation de la CNIL, l'autorisation des comités d'éthique, etc. Le temps qu'on ait eu les autorisations, il faut un temps fou pour avoir les autorisations. Donc, c'était difficile de faire ce genre d'études. Parce que je posais la question d'un point de vue même pratique, on pourrait se dire que cette étude sur l'expérience que nos étudiants, puisqu'il s'agit même des nôtres, cette étude sur la façon dont ils ont traversé le confinement, évidemment, elle interpelle les professeurs qui ont traversé ces mois en essayant de leur donner de l'activité. Et donc, le fait de trouver que l'oisiveté est le premier stresseur perçu ou invoqué, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris à nouveau, mais en tout cas qui arrive ici, souligné en relation à la dépression des étudiants, nous renvoie, nous, à un échec considérable. Là, c'est clair que de toute façon, il y a plein de choses qui n'ont pas été anticipées par, on va dire, l'université. C'est clair, hein, alors qu'on pouvait les identifier. Sur la question du fameux sentiment de contrôle que j'évoquais, que l'on a évoqué précédemment, c'est évident qu'on aurait quand même pu facilement donner davantage de sentiments de contrôle aux étudiants qu'on ne l'a fait. Donc, c'est vrai que c'est de ce point de vue-là un échec, un échec collectif. Et sur le soutien social, j'avais une petite question encore, c'est que, alors moi, c'est juste un vécu personnel de confinement et du premier confinement, mais j'ai l'impression que les classes en relation avec lesquelles j'étais ont évolué de manière très différente selon l'énergie qu'il y avait dans chacun des groupes, que j'ai vu certaines classes, alors peut-être dans des groupes plus avancés, mais ça arrivait aussi sur des L1, où l'ambiance a créé d'abord une appropriation collective forte de leur part de l'outil même de communication, où ils semblaient apprécier se retrouver sur la plateforme sur laquelle on se retrouvait, et d'autres classes dans lesquelles l'interaction entre eux était très faible. Et alors, je ne sais pas si je fais bien de corréler ces choses, mais l'impression que dans les groupes où la dynamique était moindre, ça peut-être un moindre soutien social entre eux. J'ai remarqué que dans les autres groupes, ils avaient plaisir même, moi je laissais la plateforme de visioconférence allumée pendant les pauses et où je voyais le bavardage prendre entre eux pendant les pauses. Et qu'au fond, c'est dans les groupes à moindre énergie, peut-être que les gens qui ont disparu, qui n'ont jamais répondu ou qui se sont trouvés dans une sorte de trou, se trouver. Est-ce que cette intuition-là est… Oui, non, mais c'est tout à fait possible. Moi, je sais que dans mes cours avec les deuxièmes années, j'ai un cours avec les deuxièmes années, il y a 240 inscrits et j'ai eu 246 copies à l'examen. J'avais 170 étudiants pendant les cours qui étaient inscrits et qui étaient là, je pouvais le vérifier. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu autant d'interactions avec les étudiants que pendant ces cours-là, parce que ceux qui d'habituellement n'osent pas poser de questions, avec le chat, posaient véritablement des questions. Donc, je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que tu évoques, mais d'une certaine façon, oui. Alors, quant à la solidarité entre étudiants, je n'ai pas de données directes, si tu veux, qui me permettent de répondre à ta question. Je ne sais pas. C'est peut-être une bonne intuition, mais je peux difficilement te répondre.
Merci. Il y avait une question de Michel dans le chat. Y a-t-il des études similaires dans d'autres provinces ou pays francophones? Alors, similaire, non. C'est-à-dire que, curieusement, je regarde la littérature, c'est la seule étude au niveau international qui teste vraiment les stresseurs associés à la dépression. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études sur la dépression. Je viens de voir encore une étude qui vient de sortir. Là, je regardais juste avant cet après-midi, là, je regardais des choses qui étaient sorties récemment. Il y a encore des études sur des facteurs associés à la dépression, mais ce sont des facteurs qui sont étudiés a priori. Mais des études comme celle-là qui vont sur le terrain pour récupérer, essayer d'identifier les stresseurs auxquels sont confrontées les personnes et puis ensuite de régresser ces facteurs sur la dépression, j'en connais pas. Ceci étant, je peux communiquer à Michel, s'il m'envoie un mail, des études qui ont été faites dans d'autres pays. Je peux vous les communiquer si vous voulez, Michel. Et puis, alors, je vois la question de Patrick sur l'analyse que j'ai faite. C'est bien une analyse de régression pas à pas qui a été faite. Hein, donc, voilà. Et les résultats que j'ai montrés, l'échelle de stresseurs, elle a été faite avec une analyse factorielle exploratoire et une analyse factorielle confirmatoire. Donc, on a bien deux analyses qui… c'est vraiment ce qu'on a fait, c'est ce qu'il faut faire vraiment pour tester une échelle, sa validité, ses propriétés psychométriques. Merci. Voilà. Je crois qu'il y a une petite main qui s'est levée. C'est Aliénor. Super. Je lui donne la parole. Bonjour, merci bien. Je voulais juste revenir sur cette difficulté sur inactivité, oisiveté versus dépression. Quant à l'interrogation sur la causalité, parce qu'en vous écoutant, je me suis dit que finalement, je veux dire, il y a cette idée derrière d'impuissance acquise, qui est vraiment une idée que je trouve très, très intéressante. Et il me semble qu'il y a une espèce d'analogie qui travaille derrière la réflexion, qui est, peut-être que je me trompe complètement, hein, mais qui a à voir avec la mobilité, quoi, la perte de la mobilité et la perte des interactions sociales du fait de l'enfermement. Alors, enfermement, confinement, bon. Et alors, du coup, je me disais, j'avais des interrogations qui rejoignaient un petit peu celle d'Arnaud, puisque, bon, finalement, je veux dire, dans l'activité, surtout, il s'agissait pas mal d'étudiants en SHS, les activités qui sont censées être les leurs usuellement, en dehors du fait, aller à la fac, avoir certains types d'interactions, non pas virtuelles, mais réelles, ça, c'est un nœud, certainement. Mais sinon… on reste assis dans sa chambre et on travaille quand même, voilà, je veux dire, dans la circulation et le contenu, le sens des activités, c'est pas la mobilité, sauf en STAPS peut-être, ou peut-être les étudiants d'art, mais disons que dans nos activités à nous, c'est pas tellement la question de la mobilité. Donc voilà, j'ai pas vraiment de questions tout à fait construites, quoi. Mais j'aurais peut-être bien voulu qu'on regarde à nouveau la manière dont vous avez construit votre stresseur, en fait, inactivité, oisiveté. Je me souviens qu'il y avait des questions qui étaient pas sortir de son lit, ou etc. Mais ça éclairerait peut-être un peu mes… Alors, les stresseurs. Alors, ce qu'il faut, par rapport à votre non-question, par rapport à votre intervention en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est quand même c'est un questionnaire qui a été envoyé aux étudiants pendant la période de confinement, c'est-à-dire, c'était il y a un an, hein, au mois de mai l'année dernière. Donc, on n'est pas dans la situation actuelle. En plus, souvenez-vous, pendant cette période-là, c'était vraiment le bordel au niveau de la fac, quoi, hein. Mais voilà, c'est ça. C'est un autre niveau que… Tout à fait. C'est ça que les questions Donc, je n'avais pas réfléchi au début. Oui, donc on n'est pas du tout dans la situation
de cette année, où il pouvait y avoir des cours, enfin les étudiants pouvaient bouger, on pouvait sortir de chez soi. Là, souvenez-vous, pendant cette période-là, on ne pouvait sortir qu'une heure, il fallait avoir un papier, il fallait remplir un papier disant pourquoi on sortait de chez soi, on ne pouvait pas aller à plus de je ne sais plus combien c'était, 1 kilomètre. Enfin, donc la situation a quand même énormément changé par rapport à la situation vécue maintenant. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que par rapport à cette inactivité, donc je viens de mettre les items à l'écran là, donc c'est vraiment l'idée que finalement, en termes d'activité telle que vous l'évoquez, c'est que je dirais que les situations normales nous exposent sans arrêt à des petits défis personnels qui requièrent la mise en œuvre de compétences personnelles. On est sans arrêt dans les situations de la vie normale, on est sans arrêt confronté à ce genre de situations, à ce genre de petits défis sans arrêt quotidiens. Là, moi, je suis confronté à des défis, je réponds à des questions, est-ce que je vais savoir répondre, est-ce que, etc., ça mobilise de l'énergie, etc. Et puis, ici, eh bien, donc ces défis, eh bien, ça suppose la mise en œuvre de compétences pour aller au-delà de ces défis. Et ça va me donner un sentiment de maîtrise, un sentiment de capacité personnelle. Et tous les travaux en psychologie positive montrent que ces défis-là, eh bien, sont corrélés à un sentiment de bien-être. Et notamment les défis, ce genre de défis, quand ils sont réalisés dans la sphère professionnelle, on peut considérer que les étudiants sont d'une certaine façon dans une sphère professionnelle. Or, justement, pendant cette période de confinement, eh bien, les défis en question n'existaient pas du tout. Ça rejoint ce que je disais par rapport à la situation de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas ces défis personnels, il y avait cette situation, donc effectivement, d'oisiveté qui a engendré sans doute ce sentiment de dépression. Je répète un petit peu sous une autre forme, avec d'autres mots, ce que j'avais déjà dit précédemment, donc je m'en excuse. Merci. Didier, on aurait une dernière question de Bénédicte. Oui, merci beaucoup Didier pour cette présentation. Et donc c'est vraiment intéressant en tant qu'enseignant de voir les effets de ce qui s'est passé. Je voulais juste revenir sur 2 points. Alors la différence lockdown et quarantine, elle est plus importante, je pense, que peut-être ce que tu disais tout à l'heure, parce que le quarantine student, c'est un étudiant qui doit rester chez lui pour ne pas exposer les autres. Donc c'est quelqu'un qui est potentiellement contaminé. Du coup, ça change pas mal le sens de l'étude. Donc là, je pense que c'était under lockdown, c'était students under lockdown. Quarantine, soit il est cas contact, soit il arrive par exemple de l'étranger et on lui a demandé de s'isoler pour ne pas risquer d'apporter un variant par exemple. Alors que lockdown, l'idée c'est on met en lockdown les gens qu'on souhaite protéger et on met en quarantine les gens qui peuvent mettre les autres en danger. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec. Merci Bénédicte. C'était la minute de l'anglicisme. Merci pour ta précision. Ceci étant, dans les recherches, dans les articles que l'on voit dans la littérature, y compris dans la littérature anglo-saxonne, puisque la plupart des articles sont publiés dans des revues anglo-saxonnes, le terme quarantine est utilisé pour les deux, c'est-à-dire à la fois pour protéger ceux qui ne sont pas atteints et protéger, enfin dans les deux cas, quoi. Donc, parce que j'ai fait contaminer les autres et pour se protéger soi-même. Donc, il y a un abus effectivement de langage de ce point de vue-là. Je suis d'accord. Parce que j'ai fait une petite recherche tout à l'heure, vite fait, sur Google en regardant la fréquence et effectivement, quarantine students, il a fallu passer des pages et des pages avant de tomber sur le sens confiné.
les étudiants qui étaient quarantine, c'est des étudiants qui avaient été mis à l'écart parce qu'ils risquaient de contaminer. Mais après, il peut aussi y avoir une variation américaine et britannique sur cette question-là. Écoute, je vais t'envoyer je vais t'envoyer Non, 5-6 articles, mais tu verras. Effectivement, on emploie quarantine pour lockdown. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que tu penses que les résultats sont aussi liés au modèle économique de l'enseignement supérieur français et qu'on pourrait avoir des résultats relativement différents, en particulier sur les questions de précarité, là où les étudiants sont obligés de payer très cher leurs études, comme c'est souvent le cas donc en Grande-Bretagne et aux États-Unis? On a les mêmes. Alors, sur la précarité, des études menées aux États-Unis avant le lockdown, avant 2020, montrent que chez les étudiants états-uniens, la question de la précarité, alors on devrait préciser comment on mesure la précarité, qu'est-ce que c'est, mais que la précarité, les soucis financiers, c'est vraiment un des stresseurs qui arrive en premier chez tous les étudiants aux États-Unis notamment. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais, oui, mais d'ailleurs, un des premiers stresseurs pour, oui, bien sûr. un des premiers stresseurs pour les professionnels aux États-Unis, c'est rembourser les frais occasionnés par les études. J'ai le sentiment qu'il y a une petite variante interculturelle dans la notion de précarité, parce que l'étudiant français qui se sent en précarité, il peut être affecté par exemple dans son quotidien, mais il n'a pas forcément le sentiment attaché au remboursement de la dette. Or, les étudiants américains, souvent, leur année, elle est assez bien préfinancée. C'est-à-dire que s'ils se sont engagés dans l'année, s'ils ont payé ces sommes énormes, et c'est vrai maintenant pour les Britanniques aussi, ils ont assuré par ailleurs par différents systèmes, ils ont assuré leur quotidien pour l'année à venir. Et leur stress viendrait d'une autre source qui est de n'avoir pas reçu un stress plus grand peut-être que les nôtres, de n'avoir pas reçu ce qu'on leur avait promis en contrepartie de ces frais énormes. Oui, c'est tout à fait possible. Alors attends, pourtant j'avais... là j'ai une étude... menée là aux Philippines, menée en Allemagne. Donc, bon, une étude réalisée en 2015, par exemple, sur des étudiants américains de premier cycle, montre que les soucis financiers font partie des 4 facteurs de stress qui concernent une proportion importante d'étudiants. Bon, voilà... Bater, collaborateur, 2015. Donc, alors ensuite, il faudrait regarder sans doute, c'est sans doute pas la même chose s'ils font des études de médecine ou d'autres. Il doit y avoir aussi de grosses différences en fonction des filières. Mais je suis d'accord pour dire que on ne peut pas comparer comme ça les situations. La précarité n'a sans doute pas du tout le même sens en France ou aux États-Unis, ça, je suis bien d'accord. Merci Didier. Je crois que nous avons un peu dépassé notre temps. Il est temps que nous te remercions. Oui, je n'ai pas vu le temps passer, donc on devait terminer à quelle heure, 18h30 ? 30, oui, on a pris 10 minutes. Mais... Voilà, je n'ai pas vu le temps passer, hein, je ne me suis pas ennuyé avec vous, c'est bien. Merci beaucoup. On va annoncer avec plaisir. Notre séance de la prochaine fois. Peut-être que Patrick... Juste avant Arnaud, tout le monde a mon mail, hein, si vous avez des questions. Oui, je pense que Robert notamment n'a pas pu avoir accès à la question, il était dans le chat, donc peut-être par email vous pourriez échanger. Oui, tout à fait, d'accord, ok. Ok. J'y vais. Alors, donc, juste pour moi, le plaisir d'annoncer la prochaine session de Penser la pandémie qui aura lieu le 8 juin, hein, avec pour le coup Pierre Galano, qui est tout à fait atypique dans la mesure où il est médecin et professeur émérite d'immunologie à l'université Paris-Saclay, mais en fait il conduit des recherches maintenant en histoire des épidémies en collaboration avec son épouse Al Galano, qui est historienne. Donc, on a une pluridisciplinarité de goût et intrafamiliale. Et pour le coup,
le titre sera « Un présent pour les pandémies historiques » et on va essayer d'explorer ce que l'histoire peut nous apporter en termes de compréhension du présent. Voilà. On remercie Merci. par avance Pierre. Merci à Didier pour aujourd'hui. Merci, merci. À bientôt.